Bienvenue à toutes et à tous, c'est Sébastien Bruno-Durand, le créateur du podcast indépendant Parlons de votre mental. Après une première saison avec 20 épisodes, avec des invités issus d'univers très variés, je repars à la rencontre d'incroyables personnalités qui, je l'espère, vous inspireront dans votre quotidien et viendront booster vos ressources psychologiques pour être performants dans vos réalisations personnelles, professionnelles, sportives et vous aideront à être bien dans vos baskets. Nos invités se livreront cette saison à un portrait chinois, parleront des actualités et projets qui les animent et des qualités mentales qu'ils utilisent depuis des années. Soft skills, confiance en soi, motivation, gestion des émotions, gestion des échecs, ainsi que leur capacité à rebondir pour toujours aller plus haut, plus loin, en étant toujours positif. Excellente écoute à toutes et à tous et découvrons avec plaisir notre invité du jour. Bienvenue à toutes et à tous. On est sur le podcast Parlons de votre mental. Du coup, je suis en vacances, je suis en Côte d'Azur, je suis à la Cadière d'Azur et j'ai le grand plaisir de recevoir ce soir Florence Grégeois. Florence qui est spécialiste en gross marketing, mais aussi en yoga du visage. Salut Florence. Salut Sébastien, je suis ravie de te retrouver. Ah bah oui, moi aussi, impeccable. Écoute Florence, on y va direct. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour te présenter un petit peu ? Oui, alors écoute Seb, je vais te dire en quelques mots qui je suis. Je suis à la fois effectivement grosse marketeur, c'est-à-dire que je vais chercher pour les entreprises des leviers de croissance de notoriété, de visibilité, mais aussi de chiffre d'affaires. Et en parallèle, tu l'as compris, je suis slasheuse, c'est-à-dire que j'ai plusieurs activités et j'enseigne le yoga du visage. Et le yoga du visage, en un mot, eh bien, de la même manière que toi en sport, tu vas exercer tu vas exercer ton corps, et bien avec le yoga du visage, tu vas exercer les muscles de ton visage pour tonifier, sculpter, remodeler, lisser, lifter naturellement ton visage. Bon, mais c'est parfait, très clair. Bon, grosse marketing, du coup, tu vas pouvoir nous faire booster un peu les audiences du podcast. Très bien, on compte sur toi. Et pour le yoga du visage, très bien, ça va me détendre un petit peu en même temps, tout au long de cet épisode. Alors, comme tu sais, on commence tout de suite par du coup le fameux portrait chinois. Donc on va s'exercer par des petites questions et puis question-réponse et tu justifies ton choix. Si t'es ok, on y va, c'est parti. Écoute, go, je suis partante. Alors Florence, si tu étais une couleur, quelle couleur serais-tu et pourquoi ? Écoute Seb, je pense que je serais directement, sans réfléchir, un bleu turquoise. Pourquoi ? Parce que moi, le bleu, eh bien, ça évoque la mer. Et la mer, ça évoque effectivement toutes les potentialités que nous offre l'eau aujourd'hui. Notre corps est fait d'eau, la planète est faite d'eau. Et on sait qu'aujourd'hui, on en a besoin pour vivre. Écoute, juste au moment où tu parles, j'ai un hélicoptère qui passe au-dessus de ma tête. Alors c'est quand même incroyable, il est 21h52. Bon, c'est la loi du live. Si tu devais choisir un livre et un seul, lequel choisirais-tu et pourquoi ? Alors écoute, je choisirais la Bible parce qu'elle accompagne ma vie depuis que je suis petite. Dans un chemin effectivement spirituel, de foi, et puis en fait, elle est extrêmement étendue et large parce que tu peux y retrouver en fait des enseignements hyper pratiques. Il y a aussi évidemment des histoires. Ça reste effectivement un ouvrage qui est très très complet et qui transmet, allez, on va dire des petites astuces activables. Moi qui suis dans le gros, pour pouvoir finalement, je trouve voir la vie du bon côté. Parfait. Si tu étais un moment de la journée, lequel serais-tu ? Alors écoute, j'ai envie de te dire que j'aime tous les instants de la journée, mais celui qui me plaît encore le plus davantage, c'est celui du soir, celui où tu as vraiment le calme olympien qui s'installe et où finalement des gens comme peut-être toi, moi, eh bien on va réussir à beaucoup plus produire, à créer parce que justement ce calme de la nuit, il est hyper porteur. C'est vrai. Moi, c'est vrai que je suis très créatif la nuit. Tu fais partie de ces gens-là, en fait. Et puis, j'aime bien, c'est parce que c'est super calme. Il n'y a pas de bruit. T'as pas de, tu sais, tu n'as pas du tout d'interférence et tu peux te concentrer. C'est un peu comme ce mois d'août où tu vois l'activité est hyper au ralenti. Et pour les entrepreneurs comme toi, comme moi, c'est aussi un moment où on peut eh bien faire le bilan de ce qu'on a fait et en même temps se former, s'étendre, aller rechercher de l'information. Là où dans l'année, ça court. La nuit, c'est pareil. Ouais. Moi, la nuit, je monte les podcasts, je monte les épisodes.
c'est le moment de la journée où je préfère. Et du coup, le fait d'écouter et de monter les podcasts la nuit, est-ce que toi, tu as remarqué que ça t'apportait quelque chose de différent que si tu le ferais dans le jour? J'apprécie plus facilement l'écoute. En fait, je les réécoute en même temps et du coup, je suis plus. En fait, je réintègre un peu l'univers. En fait, en journée, toujours quelqu'un qui te coupe. T'as des notifications du téléphone. T'as plein de choses. La nuit, c'est plus calme en fait. Il y a plus tout ça en fait. T'élimines plein d'éléments parasites en fait. La nuit. Oui, exactement. C'est vraiment un moment à toi où tu peux finalement laisser aller ton imagination. Et puis je trouve, tu vois, quand on est dans le speed du travail, moi je vois dans mon cas, je travaille sur plusieurs effectivement dossiers qui sont souvent des dossiers assez complexes puisque j'aime travailler sur des sujets assez, allez, je vais dire tentaculaires, sur notamment effectivement des gros enjeux d'entreprise, en tout cas de grande taille. Eh bien, le fait de travailler la nuit, c'est aussi évidemment s'accorder un espace vraiment d'hyper concentration. On parle de deep work, c'est clairement le moment où là, finalement, tu peux plonger tête baissée dans le travail. Et souvent, il y a des idées qui viennent qui, dans la journée, ne viendraient pas forcément. Effectivement. Bon, finalement, c'est toi qui commence à m'interviewer là, non? On a inversé les rôles, j'ai l'impression, non? Je reprends la main. T'as vu, j'ai repris l'accent aussi. Alors, si tu étais une qualité, Florence, quelle qualité serais-tu? Écoute, je serais simplement l'écoute, parce que je pense que je me suis construite en développant l'écoute. Et c'est par l'écoute que tu peux effectivement comprendre les situations, comprendre aussi les besoins des gens. Et aujourd'hui, on a tendance à te parler de la culture effectivement du client. Eh bien, elle passe par l'écoute, cette culture client. Très bien. Et si tu devais être un mot? Je pense que je serais liberté ou alors audace, tout simplement parce que on a, je crois, tous cette quête effectivement de liberté, d'être nous-mêmes, et que je le voyais encore aujourd'hui, tu vois, ne serait-ce que sur LinkedIn. On parlait effectivement entrepreneuriat et on a tendance à parler effectivement souvent des barrières qui se lèvent, des peurs, du syndrome de l'imposteur. Le fait d'oser, ça permet justement de créer une vie qui nous ressemble et de pouvoir aller évidemment dans les situations, de pouvoir se frotter en fait au challenge. Très bien. Si tu devais être un objet, lequel serais-tu? J'hésite entre deux objets. Alors je te donne le premier qui me vient en tête. Vas-y. Allez, go. Le premier, ce serait un système de filtration d'eau, parce que tu as dû certainement le voir quand il y a effectivement des problématiques, des crises sur la planète. L'eau, ça devient effectivement, si tu veux, l'or fin, l'élément qui peut vite manquer. Et souvent, effectivement, il est nécessaire de pouvoir la filtrer pour permettre aux populations de continuer à vivre et de pouvoir continuer à reconstruire le pays ou l'environnement où ils sont. Donc pour moi, le système de filtration, c'est vraiment une invention qui est hyper importante. Ouais, mais là, de toute façon, cette semaine, on est comment ça s'appelle, en tout cas dans le Var, on est en limitation d'eau par personne. Ouais. Je crois que c'est 100 litres, je crois, un truc comme ça. T'as des régions, t'as déjà des villages depuis plusieurs semaines où on encourage effectivement les personnes à limiter la consommation d'eau au maximum, et puis tu as des heures auxquelles tu peux arroser ou pas. Ok, allez, une petite dernière. Yes. Si tu devais choisir un autre métier que le yoga du visage, en tout cas tes ateliers, ou le gros marketing, qu'est-ce que tu ferais? Écoute, franchement, ça me vient direct comme ça, ce serait chirurgien. Parce que pour moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de pouvoir aller aider à sauver des vies. Et l'anatomie humaine m'intéresse dans le sens où je trouve que c'est effectivement une science illimitée et que le corps est d'une intelligence incroyable et en tout cas qui est en même temps une machine prodigieuse entre guillemets. Et donc forcément que ça me plairait énormément d'être chirurgien. Ok, ouais, c'est clair, hein, c'est un beau métier, c'est un beau métier. Voilà, c'est un beau métier. Après, c'est pas facile, hein. Moi, je lis beaucoup d'articles en ce moment sur le burn-out des internes en médecine, sur les difficultés qu'ils rencontrent en ce moment, enfin tous les soignants dans les hôpitaux et tout, c'est compliqué, quoi. Oui, c'est vrai.
Voilà, mais bon, c'est un autre débat. On va Exactement. revenir sur le parcours, le portrait chinois est terminé et on va du coup enchaîner sur ton parcours. Qu'est-ce qui t'inspire ton parcours à ce jour? Tu sais, Seb, pour moi, j'ai envie de te dire qu'il m'inspire plusieurs choses. Je me suis jamais laissée limiter dans mon parcours. J'ai toujours estimé que toutes les situations, et même d'ailleurs tous les challenges, étaient des occasions de dépassement de soi. Et c'est sincère parce que en fait, la vie et les expériences m'ont vraiment tout de suite confrontée, eh bien, ou aux difficultés ou aux freins. Et ça m'a permis de réfléchir à la manière dont je pouvais, si tu veux, faire des freins, des opportunités de développement de soi, de compréhension, de croissance. Et ce chemin, en tout cas aujourd'hui, j'ai envie de te dire ce qu'il m'inspire, c'est énormément de reconnaissance et de gratitude, parce que finalement, quand tu comprends que, eh bien, tu as une part à jouer et que tout commence par toi, il y a plein de choses que tu peux évidemment vivre différemment. Alors du coup, par rapport à ton parcours, tu regardes un petit peu dans le rétroviseur, de quoi es-tu le plus satisfaite aujourd'hui? Écoute, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses. J'ai envie de te dire que d'un point de vue professionnel, ça a été un parcours hyper riche, puisque j'ai eu l'occasion de vivre des événements assez importants et vraiment extraordinaires qui m'ont permis d'aller au-delà justement de ce que j'étais destinée ou je pensais être destinée à faire. Tu sais, avant d'être grosse marketeur, j'ai eu plusieurs vies. J'ai travaillé en fait dans de très gros groupes de communication, parmi les premiers au monde, avec effectivement, écoute, un chemin d'apprentissage et d'exigence qui m'a appris à apprendre beaucoup de choses. J'ai travaillé en fait dans le domaine de la gestion, de la réputation et de l'influence. Et ça m'a amené à travailler, si tu veux, sur des gros projets. Et je me souviens d'un très gros projet qui a été très, je dirais très fondateur pour moi. C'est que j'ai travaillé sur un sommet international axé sur l'innovation dans l'éducation. Et en fait, ce sommet était organisé à l'international dans les Émirats arabes. Et je me suis, si tu veux, retrouvée à travailler sur la médiatisation en fait de cet événement auprès, si tu veux, de gros leaders du monde entier. Donc des ministres de l'éducation du monde entier, des membres du Congrès américain, des grands économistes et en fait des émissaires de l'ONU et de celui de l'époque. Et en fait, j'ai pu travailler sur des sujets extrêmement épineux comme les grands enjeux de la reconstruction d'un pays en sortie de conflit à travers l'éducation. Et donc, du coup, si tu veux, ce parcours-là, il a été extraordinaire parce qu'il m'a montré énormément de facettes et de l'humain et en fait de nos métiers de la communication et du marketing. Ah ouais, c'est super riche. C'est une super expérience. Si je te dis rendre possible l'impossible, est-ce que ça fait écho à ton parcours? Ah, totalement, parce que tu vois, j'ai commencé, si tu savais exactement, j'ai commencé il y a très longtemps en fait dans le travail à bosser pour des compagnies aériennes. Et figure-toi qu'au départ, je voulais travailler dans le tourisme, que je me suis retrouvée dans une situation où effectivement le secteur était en crise, il y avait des conflits internationaux, donc on était en pleine période où la géopolitique était bousculée, le tourisme ne fonctionnait pas. Et en fait, j'ai dû me réadapter et me dire bon bah écoute, ça ne va pas être possible forcément. Et je me suis mis en place en fait une trajectoire et un carnet de route pour aller puiser dans des grandes entreprises comme Procter & Gamble notamment, mais pas que, puisque j'ai travaillé pour des grandes entreprises comme HP, comme LG, comme Microsoft. Eh bien, je suis allée puiser un maximum de connaissances pour dépasser effectivement ces freins de l'impossible qui peuvent survenir et me construire en fait une base de connaissances, un réseau également, et créer ma propre trajectoire professionnelle. Ok, très bien. Bon, on en sait un petit peu plus sur ton parcours, c'est chouette, hein, t'as un beau parcours. Félicitations, en tout cas c'est très riche et très inspirant. On va parler un peu de mental, parce que dans tous les parcours, je pense qu'il faut un certain mental. On développe certaines habiletés en fonction des métiers qu'on exerce et même dans le sport, enfin tout au long de la vie, on développe plein de trucs. Si je te dis le mot mental pour toi, qu'est-ce que tu y mets derrière? Comment tu le définirais ce mot? Pour moi, le mental, c'est la capacité que l'on va avoir en fait de rassembler des ressources en soi
et de pouvoir se réinventer ou se renouveler pour traverser effectivement les événements et justement dépasser ce qui pourrait être a priori des freins et traverser la vie avec une capacité à rebondir et forcément ce dont on parle très souvent, eh bien la résilience. Et ça pour moi c'est super important parce que c'est comme ça que tu peux effectivement avancer dans ta propre vie. Et quand je parle d'avancement, souvent la plupart du temps, je te parle en fait d'un avancement et d'un développement de soi à l'intérieur, parce que forcément que ça impacte tout ce que tu vas faire dans ta vie, tes projets, tes décisions et les orientations que tu peux prendre. Et oui, tout à fait. Toi, est-ce que tu te prépares mentalement? Oui, tout à fait. En fait, moi j'ai des petits moments en fait dans la journée que je m'accorde et où je vais vraiment me poser à l'intérieur de moi. Je vais aller rechercher des moments de calme et là je vais rentrer en méditation. Ces moments-là, ils sont hyper importants parce qu'ils vont permettre à mon cerveau de se calmer puisque je suis hyperactive. J'ai été vraiment diagnostiquée hyperactive et donc ces moments-là vont me permettre de me calmer et si tu veux de rassembler en moi, eh bien c'est cette capacité de concentration pour pouvoir justement aller traverser ma journée et de la regarder d'un autre biais, c'est-à-dire sans me laisser bouleverser par les émotions, mais plutôt en essayant de comprendre ce qui se produit pour justement aller rechercher et des solutions et en tout cas, j'ai envie de te dire, traverser les événements avec de la sérénité. Quand tu dis que tu es hyperactive, c'est sur le plan cérébral, tu veux dire? Ou Tout c'est à fait. aussi physique? Alors moi j'ai été diagnostiquée du TDAH, c'est-à-dire c'est le trouble de l'attention avec l'hyperactivité. C'est en fait, si tu veux, un trouble de développement, de développement neurologique. Ce trouble-là, en fait, il t'amène à avoir alors une capacité effectivement à avoir des difficultés en fait à te concentrer quand les stimuli externes sont extrêmement forts. Tu as aussi évidemment la propension à avoir, disons, de l'impulsivité, pardon. C'est-à-dire que tu peux aller très très vite, tu peux avoir un flot de parole qui se déclenche très rapidement. Et puis évidemment, tu as des émotions qui peuvent être assez aiguisées, assez développées. Et en fait, le TDAH, pour moi, ça m'a appris vraiment à comprendre que l'être humain est fondamentalement je dirais en fait une mécanique hyper intelligente et qu'on peut faire de ce que l'on appelle une situation potentiellement handicapante un levier pour se développer. Synthétisant, le TDAH peut être un frein parce que si tu veux dans la vie, Seb, ton cerveau en fait fonctionne à plein régime et d'un coup avec un TDAH peut se mettre en stop. C'est-à-dire que comme un variateur de lumière, eh bien toi autant le variateur de lumière va fonctionner, autant chez un TDAH tu passes du jour à la nuit. C'est-à-dire d'un fonctionnement cérébral hyper rapide à un fonctionnement cérébral au mode, allez, on va dire en mode défaut, en mode pause. Et ça, c'est hyper déstabilisant parce que tu vas très très vite et d'un coup, il n'y a plus rien. Et ben quand tu as ça, moi, ça m'a vraiment aidé à repérer ces moments-là et à prendre ma planche de surf et à glisser sur ces moments-là où la rapidité est au rendez-vous pour aller produire des contenus, des sujets, des dossiers, notamment en grosse marketing, qui vont être très complexes. Et savoir que quand je reconnais qu'il y a un ralentissement, je me pose et je vais aller puiser ce qui va me ressourcer pour repartir de l'avant derrière. Ok. Comme ça, nos auditeurs, ils comprendront bien un peu tout ce qu'il y a derrière le TDAH. C'est important parce que tout le monde ne sait pas trop ce que c'est en fait. On en parle, mais c'est rare parce que tu as 2% de la population mondiale qui en a. Et en fait, souvent, tu sais, moi, je me suis rendu compte que parmi tous nos confrères entrepreneurs, mais pas que, il y a énormément de gens, finalement, plus que l'on ne pense, qui vont avoir un neuroatypisme. Et celui-ci, eh bien, il peut avoir un impact sur ton business, mais il peut aussi, quand tu le connais et que tu sais le reconnaître, devenir aussi un précieux allié. ouais, c'est clair. C'est clair. Ça fait penser un peu à un entonnoir en fait. Tu sais, quand t'as beaucoup d'informations, à un moment donné, ton cerveau,
même s'il est très rapide et très, très compétent, en fait, à un moment donné, le flux d'informations est tellement important que de toute manière, c'est l'entonnoir, il est bouché, quoi. Donc du Ouais, coup, il faut un peu, il faut appeler le plombier pour laisser passer laisser passer, en fait, le flux, pour revenir à un état d'information un peu plus, raisonnable, on va dire. oui, et puis après, tu sais, tu finis par comprendre que ce flux-là, c'est pas une galère, c'est au contraire, c'est hyper positif. On parle souvent de la pensée en arborescence, mais en fait, on a tous une pensée en arborescence. C'est simplement qu'elle fonctionne différemment chez les uns et chez les autres. Et en fait, on va te dire que c'est plutôt le phénomène de pensée divergente et convergente qui est accéléré. Autrement dit, on te donne une idée, Seb, et d'un coup, à partir de cette idée, tu vas voir que ta pensée va partir vers plein d'idées différentes. C'est ce qu'on appelle la pensée divergente. Et ensuite, un peu comme quand tu fais une réunion avec des échanges d'idées, ce qu'on appelle un brainstorming, eh bien, en fait, tu laisses aller les idées et à la fin, en fait, tu les rassembles, tu les segmentes par sujet et finalement, tu sors des pistes directives pour ton projet. C'est ce qu'on appelle la pensée convergente. Tu les rassembles et finalement, eh bien, tu fais émaner de là des sujets clés, des pistes clés. Donc, tu as vraiment ce phénomène-là qui, chez quelqu'un qui va être neuroatypique, notamment un TDAH, un HP, eh bien, ce phénomène de pensée divergente et convergente va être beaucoup plus rapide. OK. Ça y est, maintenant on est calé. Tout le monde va savoir. Exactement. Alors, on va partir sur une autre catégorie des thématiques du podcast, la confiance. Comment elle s'est construite, ta confiance? Oh écoute, tu sais, ça a été un chemin qui était pas, alors la confiance, pas du tout acquis. Tu sais, j'ai vraiment construit cette confiance pour tout avouer. À partir de l'âge adulte, je me suis retrouvée en fait enfant dans un environnement où je saisissais, je captais les émotions des adultes. Et évidemment, moi, ça venait fortement me toucher, m'imprégner. J'ai appris à développer la confiance. Vers 21 ans, j'ai commencé à me prendre par la main. Et je suis allée voir en fait coach et psy pour essayer de comprendre qui j'étais vraiment. Parce que la confiance, en fait, elle commence déjà par toi. Elle est aussi, je trouve, assez imbriquée avec l'estime de toi, c'est-à-dire la conscience de ta valeur. Et ça s'est construit au fil du temps, tu vois. Après, à mesure, j'ai envie de te dire, ta confiance, elle se développe dans ta capacité à regarder ce que tu vas être en mesure de réaliser au quotidien, dans les valeurs que tu vas venir exprimer, et dans effectivement ce réflexe que tu peux acquérir de regarder ce que tu fais de bon, de pouvoir t'en nourrir, de pouvoir aussi t'exprimer de la gratitude, justement pour alimenter ton audace interne et pouvoir aller empoigner en fait toutes les potentialités que tu peux avoir face à toi. Et ça, c'est super important parce qu'on a tendance à vite ressentir des peurs et la confiance en soi, elle nous aide à passer à l'action. T'en auras tout eu dans le podcast ce soir. L'hélicoptère et on a une bagarre de chat maintenant. C'est beau. J'avais pas Voilà. les oiseaux. Ouais. Et les cigales, on les entend plus. Ils sont partis dormir. Alors, tu sais que le mot échec, moi, c'est un mot que j'ai carrément levé de mon vocabulaire. J'ai envie de te dire, comment je pourrais poser cette question? Souvent, quand on a des expériences, t'as vu, j'ai pas dit échec, hein, des expériences qui sont malheureuses, on peut perdre confiance, ça arrive. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé ou pas? Il n'y a pas, en fait, pour moi, a priori, il n'y a pas forcément d'échec, mais ça, on peut des fois mettre du temps à s'en rendre compte. Et puis, je t'avoue que moi, j'ai réalisé à travers mon métier de grosse marketeur, puisque effectivement, j'ai embarqué dans ce métier il y a quelques années, sentant que ce métier serait un métier de réponse, en tout cas, à la crise que l'on peut rencontrer d'un point de vue économique notamment. Et en fait, dans le gros marketing, le métier, en fait, t'incite et t'encourage à oser, à créer. Tu vois, Caroline Mignot dit souvent il vaut mieux fait que pas fait. C'est vraiment un état d'esprit, un mindset que tu vas retrouver chez un gros marketeur. C'est qu'on va aller, et je vais aller moi aussi, chercher finalement l'expérimentation et même l'expérimentation rapide. Et cette expérimentation,
eh bien forcément qu'il y a des moments, elle va s'accompagner d'échecs. Et si tu n'as pas un échec, entre guillemets, parce que pour moi, je suis comme toi, il n'existe pas, et tu vas comprendre pourquoi, eh bien si tu vis des périodes d'échecs ou des événements qui peuvent générer des résultats que tu n'aurais pas imaginés et qui a priori te paraîtront décevants, bah tu vas réaliser qu'en fait ce seront des sources d'enseignement. Et le growth marketer va aller rechercher des sources d'enseignement à travers ce qui serait a priori un échec pour modifier certains paramètres et aller rechercher, en fait, aller dénicher la boucle de croissance. Donc un échec, c'est plutôt, si tu veux, un tremplin de compréhension et de développement, et c'est une opportunité. Donc en soi, bah, finalement, l'échec n'existe pas. Bon, mais finalement, tu vois, j'ai bien expérimenté, hein. J'ai bien... Toi aussi, hein, tu es un gros marketeur à toi tout seul. Voilà, c'est ça. Moi, je grosse aussi. Je grosse, j'expérimente. Un podcast dans la nuit, sans lumière. Ok, C'est ce que tu une nouvelle fais là, expérimentation, mais ça marche bien. Ouais, je suis sur la terrasse, tranquille, mais je vois rien. Je suis dans le noir, je suis dans la pénombre. Ok, alors si je te dis le regard des autres. Ouais, le regard des autres, ça me parle, parce que tu sais, je pense que tout enfant, on a besoin de ce regard, et on a besoin d'un regard positif. Et ensuite, au fur et à mesure de la vie, tu te rendras compte que les adultes sont de grands enfants, et les personnes que l'on peut rencontrer vont avoir besoin de ce regard. Je t'avoue que le regard, il peut avoir plein de matérialisations différentes. Tu sais, j'ai eu l'occasion, en fait, de participer à l'ONU, à une session de travail, si tu veux, avec effectivement des populations du monde entier, sur l'occupation des territoires des peuples premiers. Tu sais, ces gens dont on va dire facilement ce sont des peuples autochtones, il y a l'expression de peuples premiers. Eh bien, j'ai eu l'occasion de participer à une session de travail sur l'occupation de leur territoire par des milices et des groupes terroristes. Et l'idée, c'était de comprendre comment, eh bien, ces populations-là pouvaient trouver un espace, un territoire pour croître sereinement et avec, si tu veux, toutes les potentialités que leur réserve leur propre territoire et leur culture. Et en fait, tu te rends compte que tout le monde, dans le monde, a besoin d'un regard, c'est-à-dire d'une prise en considération de ses propres besoins. Et c'est aujourd'hui certainement ce qui se passe quand on voit effectivement encore des difficultés, des conflits, que ce soit effectivement dans la vie courante, dans d'autres régions du monde ou sur les réseaux sociaux. Eh bien, ce regard, il est hyper important parce que c'est la prise en compte des besoins. Et ça, tu le retrouves aussi dans le business puisqu'on te parle de culture client. C'est typiquement ça. Bah ouais, de toute façon, se focaliser sur les besoins, écouter les attentes et tout ça, c'est ce qui permet de construire l'offre. Hein. Exactement. Ça permet de construire l'offre, mais ça permet de construire aussi le dialogue, l'entente, la collaboration, le partenariat. Oui, tout à fait. Échange, quoi. Exactement. Est-ce que tu as des techniques pour rester positive au quotidien? Oui, en fait, si tu veux, je vais t'avouer, ma petite botte secrète, c'est quelque chose qui m'est venu très naturellement. Ça s'est passé il y a à peu près une quinzaine d'années. J'étais dans une période où effectivement je n'avais pas de travail. Je t'avoue que j'avais décroché en fait, si tu veux, une école de journalisme. Je voulais évidemment moi me lancer dans la couverture des conflits. Je voulais être reporter de guerre. Je m'étais déplacée, si tu veux, chez en fait une agence qui couvre les conflits dans le monde. Et justement, il n'y avait pas d'opportunité, rien du tout. Et ça a été l'occasion, si tu veux, pour moi de comprendre que il y avait effectivement par moments des freins qui se levaient et que du coup, je me retrouvais dans une situation où les opportunités ne s'étaient pas présentées. J'avais pourtant essayé de les cueillir. J'avais vraiment des pourparlers pour si tu veux, une expérience au sein d'une rédaction pour aller couvrir, en fait, dans l'idéal, la situation de la femme dans des pays, si tu veux, tels que l'Afghanistan et le Pakistan. Ça s'est pas présenté, si tu veux. Et donc, je me suis retrouvée dans une situation qui a été très dure parce que j'étais dans une espèce de sas sans emploi et dans une recherche. Et je me suis dit, écoute, tu vas te poser en fin de journée et tu vas regarder et passer au scanner toute ta journée. Et l'idée, c'est que tu te dises qu'est-ce qui s'est passé de positif et qu'est-ce que tu as vécu, expérimenté, ou même toi, qu'est-ce que tu as produit de positif.
Et Seb, en fait, c'est devenu en fait un réflexe, c'est-à-dire que tous les jours, j'ai pris l'habitude de regarder le positif des situations et de me dire, je me nourris de ça. Et en fait, ce qui pourrait a priori s'appeler du négatif, eh bien, j'en fais, comme on le disait avant, une ressource d'apprentissage et d'expérimentation. Ah bah ouais, c'est super important ça, du coup. De tirer le positif, la quintessence de toute expérience et d'en retirer. Ouais, c'est vrai, c'est un peu comme quand on. Ouais, j'ai eu une expérience quand j'étais plus jeune. En fait, j'avais des grands-parents qui avaient des ruches et t'allais leur choper le miel et du coup l'expérimentation d'aller chercher le miel, bon, c'est dangereux, mais quand tu retires la quintessence de ton effort, c'est aller piquer le miel des abeilles, finalement, c'est bon le miel. C'est le produit est fini, quoi. Et c'est un peu ça, quoi. C'est ce que toi tu vis aussi, Seb, tu sais, à travers le sport. Typiquement, tu l'expérimentes ça aussi. Ouais, même avec le podcast, hein. Ah mais total. Surtout le Tu te podcast. lances. Toi aussi, après chaque podcast, tu as peut-être aussi déclenché un moyen de voir tes situations, l'humanité, tous les événements un peu différemment. Oui, en tout cas, chaque interview m'amène dans un univers que je connais pas forcément et m'amène à, comment dire, à déplastifier un petit peu mon univers à moi pour mieux comprendre celui de l'autre et puis aussi peut-être d'intégrer des nouvelles choses à mon univers, en fait. Donc, du coup, finalement, toujours intéressant, enfin, en tout cas, sur le plan mental, hein, je parle, hein, ou sur des expériences, ou sur des techniques utilisées par d'autres sportifs, des managers ou voilà, toute personne que j'interviewe, mais du coup c'est toujours super intéressant parce que du coup ça vient questionner aussi tes pratiques à toi, quoi. Bien sûr. Alors, il n'y a pas de hasard, hein, tes rencontres. En fait, j'ai envie de te dire finalement que tes rencontres toutes réunies, ça te représente un peu toi, parce que finalement tu vas glaner un peu partout, eh bien je dirais, des émanations de toi-même. Et ouais. Ah, là, tu me fais penser à un livre que je suis en train de lire, hein. Enfin que j'ai fini de lire, en fait je l'ai écouté pendant tout mon voyage pour venir dans le sud, mais c'est la rencontre de Charles Pépin. Et en fait, il explique très Ah oui, clairement que c'est du coup en allant dans la rencontre, finalement, que chacun t'apprend un petit peu une part de toi, quoi. Donc ah mais très clairement, totalement, c'est ce que tu me dis. totalement. En Tu as allant à la lu rencontre des autres, tu en apprends sur toi. exactement, mais totalement. Et mais c'est ça. Et est-ce que tu as lu toi les vertus de l'échec et la confiance en soi de Charles Pépin? Oui, j'ai lu les deux. Ouais, je les ai lus les deux, qui sont très bien d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Je vous invite à les lire, hein, d'ailleurs. Je vous invite à les lire. Ouais. Je vais pas vous en dire plus, mais en tout cas, bon, de toute façon, les titres parlent d'eux-mêmes. Mais c'est hyper intéressant d'aller les lire. Ils sont bien construits. Il y a plein d'exemples aussi venus du sport. C'est vraiment Oui. intéressant, super intéressant. Oui. Ouais, c'est vrai, tu as Donc voilà. raison. En fait, tu sais, Seb, tu me rappelles que dans la confiance en soi, il y a vraiment des exemples puisque Charles Pépin, qui est philosophe, est allé puiser dans l'existence, dans l'expérience des sœurs Williams, ce qui avait permis chez elles de développer effectivement cette confiance en soi, qui est le fruit d'actions répétées, d'entraînements répétés, de travail aussi. Et dans les vertus de l'échec aussi, il est allé puiser à travers les différents courants philosophiques ce qu'était finalement l'échec et comment nous, dans notre culture, on a tendance dès le plus jeune âge à se déterminer par un diplôme, alors que finalement cette culture américaine du fail fast et du learn fast, elle est hyper importante parce qu'elle te permet de dédramatiser ce que l'on pourrait appeler finalement l'échec et d'en faire finalement plutôt une source d'apprentissage. Alors, on reboucle avec ta question d'avant. Ouais, c'est ça. Et puis ça me fait penser à un autre livre, du coup que j'ai commencé à lire là, pendant mes vacances, qui s'appelle L'effet cumulé. L'effet cumulé, c'est un livre de Darren Hardy et que j'ai découvert grâce à un de mes invités qui s'appelle Teoula, qui est un créateur de bijoux de luxe de la marque Goldaya.
Et du coup, en fait, c'est lui qui m'a parlé de ce livre-là, puisque du coup, ça a été un peu sa bible, en fait, pour lancer son entreprise dès le départ, en fait. Il s'est appuyé sur ce livre-là, et puis il l'a porté jusqu'à ce qu'il arrive à finaliser son projet de créer son entreprise et son ancienne de bijoux de luxe, quoi. Dans Tu sais l'univers que qu'il rêvait de faire. Et dans l'effet tu cumulé, sais l'idée, c'est de toujours aller expérimenter, d'être dans l'expérimentation, dans l'action, et de capitaliser à chaque fois, et on va dire de devenir une meilleure version de soi-même systématiquement, et puis oui, de faire grossir aussi une entreprise si on a l'ambition d'en créer une. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Tu sais que l'effet cumulé est le livre préféré d'Olivier Seron, tu sais, cet extraordinaire copywriter qui fait partie de notre réseau. Il adore ce bouquin et c'est pour lui un ouvrage de référence. Ah oui, c'en est un, il est super. Alors moi, pour te dire, comme j'aime bien rouler en voiture, du coup, je l'ai et en livre et en audio. D'accord. Voilà. Donc du coup, quand je peux pas lire, je l'écoute. Et j'ai fait la même chose avec La rencontre de Charles Pépin. Ah oui, ben, je pense que effectivement, c'est vrai que tu as la possibilité de faire plusieurs lectures en fait de ces ouvrages. Et je t'avoue, comme toi, moi j'utilise l'audio et également bien le support du livre numérique. Ça permet en fait d'avoir plusieurs grilles d'interprétation. Ok. Bah écoute, on va passer à la question suivante. On va parler de motivation. Est-ce que tu as des trucs pour vraiment stimuler ta motivation dans les projets que tu mènes? Oui, alors j'ai des trucs, pour tout avouer, depuis que je me suis lancée à mon propre compte et que si tu veux, je gère mon entreprise et que je travaille en ayant créé des collectifs de croissance. En fait, ce qui va me motiver, pour tout avouer, c'est pour le coup dès le matin d'aller puiser dans mon activité ce qui me plaît vraiment. Et c'est hyper important parce que je te parlais au départ de notre échange du TDAH. Le TDAH, en fait, finalement, on va dire, se calme. Les effets du TDAH se calment dès lors que tu lèves ce qu'on appelle le verrou dopaminergique. Autrement dit, en fait, que tu actives cette hormone de la dopamine, c'est-à-dire cette hormone du plaisir. Et je pense que pour le coup, la motivation est très étroitement liée au plaisir. Donc le plaisir de faire ce que tu aimes, de pouvoir engager un chemin professionnel et des projets qui te ressemblent vraiment. Et c'est ça, en fait, si tu veux, qui m'aide à me motiver. Et puis la deuxième chose qui m'aide énormément à me motiver, si tu veux, Sébastien, c'est d'avoir une vision et de me dire, j'ai un objectif, j'ai une aspiration, et je sais que j'ai envie d'aller dans telle et telle direction. Et pour tout avouer, je m'étais fixé il y a quelques années de devenir digital nomade. Ça a contribué à ma motivation et j'ai réussi à l'atteindre puisqu'aujourd'hui, je voyage un peu partout dans le monde et je travaille en même temps en parallèle pour mes clients. Ouais, c'est super ça, de pouvoir voyager, tout ça. Il y en a de plus en plus qui font ça. Ouais, c'est une grande liberté. Alors tout en respectant évidemment la planète et en n'allant pas consommer de l'avion à tout va, mais il y a plein de moyens d'aller expérimenter et découvrir le monde tout en travaillant face à des beaux paysages. Alors, est-ce que tu as donc du coup, tu me disais que tu avais travaillé dans des grosses boîtes de com, tout ça, donc avec des gros événementiels, tu avais fait en tout cas des choses importantes à gérer. Est-ce que tu as développé des techniques, du coup, pour avoir un bon mental et être en capacité d'autoréguler tes émotions au quotidien dans ce genre d'événement, quand la pression vient, voilà. Ouais, c'est vrai que pour le coup, alors c'est vrai que j'ai pu travailler sur de gros enjeux et en fait avec des clients qui avaient des niveaux d'exigence très élevés. Et au départ, c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude, ça fait toujours tout drôle. Au fur et à mesure, tu sais, apprendre à te connaître et savoir qui tu es, c'est un super levier pour pouvoir reconnaître tes émotions, les nommer, les regarder passer aussi, parce que tu ne te les appropries pas forcément, et derrière rebondir dessus. Et tu sais, moi j'avais entendu une phrase qui a été fondatrice dans ma vie, c'est que la peur peut être présente mais pas présidente. Et c'est quelque chose que je me suis totalement attribué dans ma vie. Et en fait, quand les émotions remontent, et Dieu sait qu'elles peuvent remonter justement avec un TDAH,
c'est que ces émotions, j'en fais en fait une source d'apprentissage. Et ça aide. Donc du coup, quand tu te retrouves dans des événements ou des opérations qui sont ultra critiques parce que tu travailles quand même sur des budgets qui sont à pas mal de zéro, eh ben tu prends les choses avec une tête un peu plus froide. Et puis si tu as les émotions qui remontent, soit tu les exprimes, mais tu essaies de les exprimer le plus calmement possible. Et ça, c'est hyper important pour le respect des autres. Ou alors, tu te donnes un temps calme, et c'est ce que je fais, pour les laisser retomber et derrière reprendre là où j'en étais. Ok, non mais c'est chouette d'avoir ton retour d'expérience par rapport à ça. Tout à l'heure, on parlait de ton TDAH et des potentielles difficultés que tu pouvais avoir à des moments pour te concentrer. Comment tu fais pour rester concentré et une fois que tu l'es, le rester? Tu sais, j'ai découpé ma journée de manière à être efficace et productive en séquences de travail. J'ai des périodes et j'ai des séquences de deep work, donc de concentration poussée. Là, je coupe toutes les notifications. Je cache le téléphone parce que ça peut être une très grande tentation. Et derrière, je rentre en fait dans ce qu'on appelle la livraison, la production. Ça me permet de travailler notamment sur des stratégies hyper complexes et de pouvoir les délivrer assez rapidement. Alors, j'ai aussi un outil qui m'aide énormément et que beaucoup de gens affectionnent, c'est Notion. Et Notion me permet, en fait, si tu veux, de créer des templates directement pour mes clients, de pouvoir carrément productiser les accompagnements que je peux fournir. Et ça, on le fait même en collectif. C'est hyper intéressant de développer des bases de données interconnectées et puis d'automatiser une première couche. Et ça m'aide beaucoup parce que Notion est une base de connaissances, mais surtout un deuxième cerveau. Ça permet pour des personnes qui vont avoir une pensée très foisonnante de pouvoir la déposer directement dans cet outil-là. Et moi, ça m'a permis, si tu veux, de construire des bases de données qui sont aujourd'hui des préambules au développement d'applications et notamment dans le yoga du visage. Bah ouais, moi c'est un projet que j'ai de structurer le podcast sur Notion, de mettre des questions pour les invités, de faire plein de petits trucs, pouvoir les aider en tout cas dans cet exercice qui est que l'interview en fait. C'est ça. Et en fait, tu vas voir que ça va te faire gagner en productivité. Et nous, tu vois, je t'avoue, on est plusieurs collectifs. Et ça, c'est volontaire. Je te raconterai l'histoire du collectif parce que je pense qu'à plusieurs, on va beaucoup plus loin. Avec Notion, on a réduit, je te dirais honnêtement, de 70% les emails que l'on envoie. C'est un gain de temps considérable. Ah oui, ça évite les allers-retours, tu veux dire? Totalement. Tu n'as plus d'allers-retours. Tu as toutes les données qui sont centralisées en un point donné, les documents que l'on produit, les enseignements, puisqu'on fait de la montée en compétences, on forme les personnes et notamment les décisionnaires au sein des grandes entreprises à justement intégrer et développer le gros, donc à devenir totalement autonome. Et Notion, ça nous permet. Donc, si tu as des questions, tu n'hésites pas, Seb. Je serais ravie de t'aider. Ah bah oui, c'est clair. Bon, après le podcast, pas de problème. Je vais te poser plein de questions. Eh ben écoute, on arrive quasiment sur la fin de l'interview. J'en ai une petite dernière pour toi et que je poserai régulièrement. C'est on dit souvent que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, moi j'ai envie de te dire que alors rien lâcher, ouais, c'est important. C'est différent d'être effectivement tête bêche et puis d'être buté. Non, ne rien lâcher, c'est je pense dans un premier temps se donner les capacités et les moyens d'aller vers l'objectif que tu t'es fixé et de le faire bien sûr dans le respect des autres. Et ensuite, de ne pas lâcher, en tout cas au premier frein qui peut se soulever. À partir du moment où tu as vraiment envie d'un projet, d'une vie, d'un changement, tu auras forcément des aléas qui vont remonter en tout cas à la surface ou qui vont se produire. C'est souvent l'occasion d'optimiser en fait ta façon d'avancer, ton approche, tes outils, tes gestes, tes décisions. Et derrière, effectivement, de pouvoir aller vers ton but. Maintenant, si tu vois qu'il y a vraiment des barrières et que ça bloque réellement, l'important, c'est quand même de te poser des questions et de te dire si ce que tu fais est juste, si c'est toujours cohérent avec qui tu es et si tu te retrouves aussi dans ce chemin-là. On a vite tendance, des fois, à partir et à marcher en parallèle de son propre chemin. Donc, moi, j'ai envie de te dire, hyper important d'avancer, de suivre sa vision,
d'y mettre en tout cas toute son énergie, et puis à chaque frein de comprendre ce qui se passe, de continuer, ou simplement d'itérer un tout petit peu, de modifier 2-3 petites choses. On peut aller très très loin en fait, et on a tous les capacités à réaliser ses aspirations et à ses rêves, et à ne pas en faire que des idées si tu veux. Ok, bah écoute Florence, merci beaucoup. On a fait un peu le tour de toutes les thématiques du podcast Parlons de votre mental. On va conclure cet épisode. Voilà, la parole est à toi et du coup, bah écoute, je te laisse choisir ce dont tu as envie de dire pour finir cet épisode très sympa qu'on a pu avoir ce soir. Écoute, merci beaucoup Seb, ça a été hyper passionnant pour moi. J'ai plusieurs choses en fait que je peux partager avec toi. Je pourrais évidemment te parler de Refer parce qu'on s'est rencontrés par le biais de ce réseau et que effectivement ce réseau qui a été développé par Caroline Mignot et Arnaud Gazet a réellement entraîné de grands changements de vie. Il y a eu beaucoup de solitude de l'entrepreneuriat qui ont été, si tu veux, totalement effacées grâce à cet effet cumulé, justement, on en reparle, de la force d'être ensemble. J'ai envie aussi de te parler tout simplement d'une chose, mais vraiment toute simple, c'est que aujourd'hui, et c'est ce que j'ai envie de partager avec vous tous, en fait, ne vous laissez pas freiner par les limites. Alors souvent, effectivement, on a tendance à s'imposer des limites, et puis l'expérience de ces derniers mois qu'on a partagé, notamment avec toi, Seb, mais dans tous les projets qui ont été ceux qu'on a tous faits, les uns les autres, et vous qui écoutez, eh bien, ne nous laissons pas freiner par les limites, parce que ce qui s'appelle des limites peuvent être de véritables tremplins, passer par-dessus les barrières et réaliser ce qui est important pour nous. Ça commence en fait simplement par se sentir bien avec soi-même et justement par faire de ce mental un allié et non un ennemi. Donc merci en fait Seb, parce que justement j'ai envie plutôt de te renvoyer la lumière et de te dire que ce que tu fais, en fait, nous permet à tous de s'exprimer. Et puis, brique par brique, eh bien, de construire quelque chose de nouveau, qui nous emmène bien au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer. Ouais, écoute, merci beaucoup, Florence. Mais du coup, en t'écoutant, j'avais les paroles d'un de mes entraîneurs qui disait souvent « Qui se fixe des limites, s'en trouve sans limite ». Donc, j'ai envie de vous dire... ne vous fixez pas de limites parce que de toute manière agissez, soyez dans l'action et puis voilà, regarde, j'ai déjà fait je sais pas un peu plus de 70 interviews alors qu'à la base voilà, je suis parti et puis voilà, ça avance. Donc voilà, il y a pas de limite hein. Et on verra où le podcast peut aller. Exactement Seb, je crois que chacun en fait tous a des capacités extraordinaires et ce n'est pas pour paraphraser qui que ce soit. Mais ces capacités extraordinaires nous permettent de réaliser tout ce que l'on désire profondément à partir du moment où ça fait vraiment écho à sa légende personnelle. Tout à fait. Ok, bah écoute Florence, merci beaucoup pour ton temps, pour ton énergie, pour tous les éclaircissements que tu as pu nous donner en tout cas dans ton univers à toi en tout cas. Et bah écoute, je te dis à très bientôt. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut faire appel à tes services de grosse marketeuse ou ne serait-ce que pour le yoga du visage? Eh ben écoute Seb, c'est très simple. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn puisque c'est là que je loge et je serais hyper ravie d'échanger avec vous. Et Seb, un immense merci de m'avoir accordé cet espace-temps du fin fond, effectivement, de ta Côte d'Azur préférée. Puis d'entendre les grillons et d'échanger avec toi, avec effectivement tous les aléas de l'enregistrement. Mais c'était super, c'est une chouette expérience. Merci à toi. Ok, c'est pas des grillons, c'est des cigales. Pardon, tu vois je dois aller à Côte d'Azur très très vite. Justement, il n'y a pas de limite. Pas de souci. Je te dis à très très vite. Bonne continuation. Si t'es arrivé jusque-là, c'est que cet épisode t'a certainement plu. Alors, merci d'abord pour ton écoute et ta fidélité. Et pour te remercier, je t'offre un cadeau. 30 minutes de coaching avec moi pour t'aider sur le sujet que tu souhaites. Pour obtenir ton cadeau, laisse un avis et un commentaire sur Apple Podcast via iTunes et fais une copie d'écran, tu me l'envoies, je te la partage dans la foulée sur mes réseaux sociaux et je te contacte également pour que tu me parles de ton mental. Bye bye à toutes et à tous, on se retrouve très prochainement pour un prochain épisode.